passons maintenant à la deuxième opération, deuxième retour d'expérience avec Camille Bouchon et Guillaume Zilliot. Alors, installez-vous, messieurs, bonjour, installez-vous à la table. Alors, Camille Bouchon, vous êtes gérant de Solares Bohème, bureau d'études fluides, thermiques et environnement du bâtiment, impliqué dans la performance énergétique, les bâtiments à énergie positive et passifs. Solares Bohème est un bureau d'études implanté à Strasbourg, à Fribourg et à Berlin. Fribourg, Allemagne, Fribourg, Suisse, Fribourg, Allemagne. Guillaume Zilliot, vous êtes architecte INSA de Strasbourg, c'est ça? Vous êtes au sein de l'agence Nunc Architecte. Vous êtes également enseignant à l'INSA de Strasbourg. Vous enseignez l'architecture aux étudiants en génie climatique et énergétique. Et vous êtes coordinateur d'un module BIM transversal architecte-ingénieur. C'est ça? Eh bien, messieurs, je vous laisse évoquer les opérations. Alors, vous êtes un cas particulier, vous souhaitez témoigner de votre expérience et de votre pratique du BIM à travers 4 opérations. Alors, vous savez que le temps est compté, on a une vingtaine de minutes, plus 5 minutes pour les questions. Donc, on ne pourra pas regarder les 4 opérations certainement dans le détail, mais je pense que vous y avez songé lorsque vous avez fait votre préparation. C'est à vous. Merci. Alors je vais essayer de mettre ça en plein écran pour que ce soit plus clair. Alors c'est Guillaume Zilliot qui prend le premier la parole, c'est ça? Voilà. D'accord. Voilà. Donc pour commencer, notre agence d'architecture et le bureau d'études Solares Bohème partagent une particularité, c'est d'être situé sur plusieurs sites, sur plusieurs lieux. Donc nous on est en Alsace, mais aussi à Paris, en Bretagne, en Savoie. Et Solares Bohème est sur plusieurs lieux en France et en Allemagne. Ce qui est important, c'est quand on travaille comme ça sur plusieurs sites, c'est d'avoir des outils de travail qui sont communs pour qu'on puisse, je dirais, échanger facilement et échanger facilement de collaborateurs sur les projets et passer d'un site à un autre et pouvoir réellement faire du projet ensemble. Donc au moment où on a entrepris la démarche de basculer sur le BIM, on a travaillé avec beaucoup de précision sur le fait de pouvoir dégager un outil commun. Et je pense que ça a été, c'est une volonté aussi qui est importante pour Solares Bohème. Alors, la mutation vers le BIM, donc je vais vous présenter un petit peu la façon dont on a abordé de notre côté je dirais ce parcours. On a eu nos premières réflexions à partir de 2012. On a décidé de se former à plusieurs logiciels. On a essayé, on a fait des formations de plusieurs jours sur plusieurs logiciels pour essayer de sentir un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun des outils. On a beaucoup échangé aussi avec nos partenaires bureaux d'études et avec des confrères de façon à essayer de trouver l'outil qui réponde le mieux à nos problématiques. On a choisi de basculer tous nos projets d'un coup en BIM en 2015 pour une raison précise, c'est qu'en fait on avait un certain nombre de projets qui s'arrêtaient, beaucoup de projets neufs qui démarraient, avec un certain nombre de nouveaux architectes qui engageaient à l'agence et qui étaient très très motivés par le fait de basculer. Et on s'est dit, c'est important de... Alors, habituellement, ce qui est préconisé, c'est plutôt d'y aller petit à petit, de faire un projet, puis un autre, etc. Et donc, on a choisi, nous, de se dire, on va faire ça avec... on va essayer de créer une dynamique et de basculer tous les nouveaux projets en BIM. C'est-à-dire qu'on a des projets qui étaient lancés, on les a terminés, mais tous les nouveaux projets ont été passés. Et je pense que ça a été un bon choix, parce que ça a créé une dynamique d'agence, une dynamique sur les 4 pôles, et une dynamique avec nos bureaux d'études. Et donc les 18 architectes de l'agence ont été formés entre mars et juin 2015. Je te passe peut-être la parole.
Alors nous, on a fait le choix de commencer à se former en 2014. Donc on a déjà réfléchi à quel logiciel utiliser. Une fois qu'on a fait le choix, nos 4 projeteurs se sont formés. Et la difficulté qu'on a eue, c'est que après la formation, on n'avait pas de projet en cours. Et on a essayé de lister les architectes avec qui on pouvait travailler. Et on a regardé beaucoup d'architectes travaillaient sur Archicad, donc on avait quand même des projets Archicad. Mais globalement, quand on les importait, on voyait que c'était pas vraiment exploitable. Et donc, c'est qu'en 2016-2017, quand on a rencontré Nounk, qui travaille aussi sous Revit, qu'on a pu vraiment commencer à avoir des choses, en fait, une maquette archi exploitable sur laquelle nous, on puisse vraiment développer nos outils. Voilà. Mais donc pour nous, la principale difficulté, c'est pas la formation, c'est pas le logiciel, c'est plutôt d'avoir des interlocuteurs avec qui pouvoir échanger et qui a un niveau suffisant pour avoir un échange, que ça soit Archicad, IFC ou sous Revit, quoi. Alors quelques chiffres, parce que c'est un cheminement qui est pas anodin pour des agences d'architecture et pour des bureaux d'études. Donc là, c'est je dirais les chiffres réels de l'investissement que ça a représenté pour nos quatre structures. Donc on est sur un total d'à peu près 10 000 euros par collaborateur, ce qui a représenté 10% du chiffre d'affaires de l'année 2015. Donc c'est un investissement considérable une fois qu'on prend en fait tous les frais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'achat de licence quand on veut basculer. Il y a les coûts de formation, la mise à jour du parc informatique, parce que c'est des outils qui nécessitent beaucoup de ressources informatiques. On est moins efficace au début. On a pour parler vulgairement, une perte de productivité de l'agence qu'on a clairement ressenti. Et on a un élément qui est très important à notre sens, c'est ce qu'on a appelé la création du gabarit, c'est-à-dire d'avoir des objets, des outils qui nous permettent de travailler efficacement et de faire en sorte qu'on puisse dessiner, modéliser le projet qu'on a imaginé et que ce ne soit pas l'outil qui limite le champ des possibles, l'outil qui décide à notre place. On a surtout, pour nous, c'était quelque chose de très important de maîtriser suffisamment l'outil pour que ce ne soit pas lui qui nous impose des solutions architecturales, mais bien que nous restions maîtres de ce que nous voulions produire comme architecture. Vous pouvez donner un exemple concret? Alors, l'exemple, en fait, il est présent partout. Hein. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des outils, tout ce que vous allez modéliser dans une maquette, que ce soit les murs, les fenêtres, les cloisons, c'est des éléments qui sont standards, qui sont de base dans les logiciels. Dans votre bibliothèque, c'est ça? Voilà, c'est la question, c'est la bibliothèque. En fait, les bibliothèques de base, elles ne sont pas adaptées graphiquement. C'est souvent des bibliothèques qui sont basées sur des normes anglo-saxonnes qui ne respectent pas les normes de dessin françaises. Donc il y a nécessité d'avoir des éléments qui respectent nos normes techniques et de dessin, et qui soient suffisamment, qui soient manipulables en fait. Par exemple, une porte, si vous utilisez une porte d'un fabricant, elle ne sera pas adaptée pour 2 raisons principales. La première, c'est que les fabricants vont vous mettre à disposition des objets, mais qui sont très très lourds. Et vu le nombre de portes qu'on peut avoir dans un projet, ça fait des modèles qui sont inexploitables parce que trop lourds. Et le deuxième point, c'est que ce fabricant-là va avoir une norme de dessin, le fabricant de la porte, le fabricant de la fenêtre va avoir une autre norme de dessin. Et à un moment donné, les plans, les documents qu'on va produire vont devenir illisibles. Donc on est bien obligé de fabriquer nos propres outils, nos propres familles. Donc c'est ce qu'on appelle le gabarit ou la bibliothèque, qui nous permettent d'être à la fois manipulables et d'assurer une cohérence de dessin. Je dirais que la façon de rendre les projets, et aujourd'hui on doit encore rendre des plans, des coupes, des façades. Même chose pour le bureau d'études, j'imagine. C'est la même chose pour le bureau d'études. Alors nous, la majorité des coûts, en fait, il y a les coûts de licence maintenant, en plus c'est sous Revit, c'est les abonnements, mais le temps, en fait, c'est de développer sa propre bibliothèque. Et c'est là où, en fait, sur les premiers projets, en fait, on a remarqué qu'on passait beaucoup plus de temps, mais parce que à chaque fois, on crée des objets spécifiques à nos besoins.
Et cette bibliothèque, elle va évoluer en fonction, si vous avez une charte BIM qui va changer, avec des demandes d'informations complémentaires, on va faire évoluer nos objets. Mais on préfère maîtriser ces objets que d'acheter ça ou d'utiliser les objets utilisateurs, les objets des fournisseurs, parce qu'ils ne sont pas adaptés à notre besoin. Les objets fournisseurs, si on les utilise, c'est pareil, on a une taille de fichiers qui fait qu'on ne peut plus les exploiter. Donc en fait, le gros du travail d'investissement, c'est ça, et c'est avoir en interne des gens qui soient capables d'adapter ça. Donc nos projeteurs qui sont des gens de métier, il y a une partie du métier qui évolue vers l'informatique, et ça ne plaît pas à tous. Hein. Sur nos 4 projeteurs, il y en a 2, c'est un peu des geeks et ça se marche très bien. Et il y en a 2 autres qui attendent que les 2 soient à plein temps en BIM pour devoir, eux, y passer. Mais ils sont plutôt à freiner des cas de fer plutôt qu'à vouloir y aller. Donc chez nous, sur 4 projeteurs, il y en a 2 qui en font aller à mi-temps chacun, et les deux autres n'en font pas encore, même s'ils ont été formés. Après, il y a une question d'échelle. Donc, pour une agence d'architecture, il faut savoir que la création, si on veut un gabarit vraiment spécifique, le fait de créer, je dirais, une première base d'objets qu'on va pouvoir exploiter, c'est entre 10 et 20 000 euros en fonction de là où on veut aller pour une agence. Donc, nous, on est 18. Donc là, le coût, il est divisé par le nombre de collaborateurs. Mais pour des petites agences, c'est des investissements qui sont extrêmement importants. 20 000 euros pour construire une bibliothèque. C'est ça. Dans une agence d'architecture. C'est un ordre de grandeur. Et du côté du bureau d'études, la même chose. Ouais, nous on était plutôt, j'ai estimé là en regardant sur les projets, entre 5 et 6 000 euros pour l'instant, et voilà, on est encore au début, quoi. C'est-à-dire que vous, bureau d'études, vous ne faites pas du tout appel aux objets Si, on peut se baser dessus, mais on va les nettoyer, on va les retravailler. Donc par exemple, un de mes collègues cette semaine, je le voyais travailler sur un caisson de VMC. Il avait pris un caisson fabricant, mais il l'a nettoyé, il l'a adapté à nos besoins. Donc à chaque fois, il passe du temps. Mais les bouches de ventilation, en fait, les fabricants veulent fournir des objets qui soient graphiquement, avec les informations qui soient propres à chaque objet. Donc vous pouvez avoir 10 bouches de ventilation différentes. Mais le problème, c'est voilà, si vous avez 2 ou 3 mégas par objet, c'est impossible de le faire travailler. Donc il faut qu'on ait des objets à la fois génériques et adaptés aussi. Voilà, quand on utilise une centrale de ventilation, on va utiliser la centrale de ventilation du fabricant parce qu'ils vont nous la fournir à la bonne dimension, mais on va aussi la retravailler derrière. Voilà, donc on va présenter quelques projets sur lesquels on a travaillé pour illustrer justement les différentes thématiques là, dont on vient de parler. Alors un premier projet à Strasbourg, place de la Cathédrale, donc c'est le centre d'interprétation du patrimoine architectural, qui est un projet qui est en chantier actuellement. Donc les documents que je vais vous montrer là, ils sont issus pratiquement directement de la maquette, notamment l'image que vous voyez où il y a un tout petit travail Photoshop pour ajouter les personnages, mais sinon c'est brut de maquette. Donc c'est un projet sur lequel on a voulu aller très loin dans le travail de modélisation pour tester justement les limites de modélisation de l'outil, et ça nous a amené en fait à fabriquer de nombreuses, alors ça s'appelle famille dans le jargon, de nombreux éléments de bibliothèque qui nous ont permis de développer d'arriver à ce niveau de formalisation. Alors là, je vous ai mis à gauche l'image d'un plan avec notre charte graphique avant d'utiliser le BIM. Et à droite, c'est le projet du centre d'interprétation, donc qui lui est fait en BIM. Donc vous voyez qu'il y a on s'est efforcé de garder notre charte graphique, de faire en sorte que quand on rend des plans, ils sont toujours dans la charte graphique qu'on a fixée auparavant. On veut maîtriser ce rendu-là. Alors, au niveau des élévations, donc vous avez toujours à gauche les élévations d'un bâtiment, une réhabilitation qu'on avait faite à Brumat auparavant, qui est dessinée là en 2D sur un logiciel type AutoCAD. Et vous avez à droite le projet du SIAP avec l'élévation au trait et une élévation texturée qui sont issues, là c'est brut de maquette, il n'y a pas de passage Photoshop. Donc c'est un outil en fait pour nous de façon très précise, que ce soit qualitativement et quantitativement, pour pouvoir s'y projeter de la façon la plus précise possible. Là, ce que vous nous dites, c'est qu'au point de vue rendu, c'est-à-dire au point de vue effet graphique, qualité graphique, le logiciel BIM est aussi bien que le logiciel 2D. C'est ça le message ?
En fait, c'est d'expliquer qu'on peut travailler, on peut réussir à sortir des documents 2D à partir d'un document 3D. Et ça demande beaucoup de travail. Voilà, ça demande beaucoup de travail, d'investissement sur les familles, sur les outils. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les informations, là, je vais faire défiler un certain nombre de choses, toutes les informations qui sont centralisées sur un seul modèle de synthèse, et donc qui sont partageables avec tout le monde. Auparavant, on avait des informations qui étaient éclatées, qui n'étaient pas forcément cohérentes avec elles-mêmes. Enfin, cohérentes entre elles. Alors là, un autre exemple, c'est qu'en modélisant des objets, on va pouvoir affecter à ces objets des statuts, c'est-à-dire des phases de travaux, et après réaffecter un code à ces phases. Donc ça nous permet toujours, à partir du même modèle, de produire des documents de phasage, de démolition, de phases de travaux temporaires, toujours à partir du même modèle. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont intéressantes à mettre au point, et qui permettent une autre chose qui nous semble intéressante quand on travaille sur un bâtiment existant, c'est que l'état des lieux du bâtiment, il peut être mis à jour à n'importe quel moment du projet. Quand on travaille en 2D, on a un fichier d'état des lieux et puis des fichiers de projet. Et quand on se rend compte, par exemple en cours d'étude ou en cours de chantier, qu'il y a un élément nouveau d'état des lieux qui apparaît, il faut le modifier 2 fois. Il faut le modifier sur l'état des lieux, puis il faut le penser à le modifier sur le projet. Là, on arrive, en ayant un seul modèle, d'avoir à la fois l'état des lieux et le projet, et d'affecter, dès qu'il y a une modification qui se fait sur l'état des lieux, elle va nécessairement amener des modifications sur le projet. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. Et donc les outils de vue de ces logiciels-là sont très performants pour permettre de transmettre aux entreprises ensuite des documents qui sont très clairs et très explicites sur l'organisation du chantier. Alors on a beaucoup travaillé avec Solares Bauern pour mettre en concordance et en cohérence nos gabarits. C'est-à-dire que là, Solares Bauern a travaillé donc en BIM sur notre maquette. Donc on n'a pas une maquette, on n'a pas de maquette commune aujourd'hui, mais on a des modèles qui sont liés et je dirais qu'on va écraser régulièrement à chaque fois qu'il y a une mise à jour, ce qui permet à chacun de garder la responsabilité de ses ouvrages, de sa saisie. C'est-à-dire que Solares Bauern ne peut pas modifier les éléments architecturaux et nous ne pouvons pas modifier les éléments de fluide. Mais concrètement, la maquette numérique, elle est où? Elle est chez vous? Elle est chez nous. Elle est chez vous, le modèle central est chez nous. Sur votre serveur. Voilà. Et Solares Bauern vient corriger, intervenir. Solares Bauern reçoit une copie régulièrement de notre modèle. Il va modéliser sur cette copie-là. Et il va nous envoyer sa mise à jour qui sera liée à notre copie du modèle de Solares Bauern. Alors la force pour nous, notre problématique, c'est que la plupart du temps, on reçoit des fichiers architectes et on doit passer un certain temps pour les retravailler, pour pouvoir les exploiter. Aussi sous AutoCAD, souvent on reçoit des plans DWG, et pour pouvoir travailler avec, les adapter aussi à notre charte, des fois c'est 2-3 heures de travail. Donc à chaque mise à jour, c'est un temps qui n'est pas négligeable. Et l'intérêt là pour nous de travailler que nous, les deux agences soient sous Revit, c'est qu'on reçoit les plans et en fait on travaille tout de suite avec les gabarits de plans 2D et 3D et on a tout de suite les mises en forme qui sont faites. Et la force c'est qu'en fait on perd plus de temps à ce retravail architecture. Et nous, notre crainte au début du BIM, c'est qu'on voyait des logiciels, enfin des rendus, mais où la 2D était moins bonne que la 3D. C'est-à-dire qu'on perdait de la qualité sur les plans papier. Et tout notre travail, c'était d'être capable de livrer des plans papier que les entreprises utilisent, qui soient d'aussi bonne qualité qu'avant. Donc là, c'est juste un exemple de rendu de plan. Donc là, on fait des extraits 3D des locaux techniques, où là, la 3D, l'intérêt, c'est qu'on montre qu'on arrive à intégrer les équipements techniques malgré le peu de place. Mais globalement, notre objectif, c'est d'avoir des plans de conception de synthèse qui soient aussi bons qu'avant et mieux, c'est-à-dire on va limiter les erreurs possibles. Alors pour tout à fait bien comprendre, vous envoyez une copie de la maquette numérique à Solares Bauern qui intervient dessus, elle revient chez vous. Non, c'est pas ça? C'est comme avant, on nous envoyait un fichier DWG, là on nous envoie un fichier Revit, sauf qu'au lieu que ça soit de la 2D, c'est de la 3D. Et tout ça se fait par email Pour l'instant, alors dans ces projets-là, on va dire, nous on parle
on fait pas vraiment, pour l'instant, on peut pas dire qu'on fait du BIM, on fait juste, Voilà. on fait un fichier, on travaille à l'ancienne, sauf que l'outil, en fait, l'outil qu'on utilise est un outil compatible BIM. Mais on se donne, en fait, sur ce premier projet, parce que c'est un projet, ça fait presque 2 ans, on utilise des objets qui soient capables, en fait, d'être compatibles dans une charte BIM. Le volet collaboratif de votre BIM, il est traditionnel, quoi. Il est basique. D'accord. Ben, je vous illustrerai d'autres expériences tout à l'heure. Allez-y. Donc ensuite, on a voilà, une maquette qui va... Ça, c'est notre maquette de synthèse, qui va synthétiser en fait aussi bien les éléments architecturaux que les éléments de scénographie, puisqu'on est dans un centre d'interprétation du patrimoine, donc il y a toute une mission scénographie, et les éléments fluides. Donc là, la synthèse des éléments fluides est importante parce que tous les réseaux sont apparents. On est sur un projet où il n'y a pas de faux plafond, donc c'était important de maîtriser le cheminement de tous les réseaux. Là, on a toujours, ça c'est un document brut de maquette aussi, où on a modélisé avec nos familles les luminaires, qui nous permet, on voit les... Alors là, comme tout est noir, on les voit pas trop, mais on peut voir les réseaux de ventilation, et on a les éléments de scénographie qui sont également mis en scène, et ce qui nous permet d'avoir des prévisualisations assez rapides, à la fois des éléments techniques et des ambiances de ce projet. Et là, on va, toujours à partir du même modèle, on va pouvoir travailler sur des documents classiques, c'est-à-dire des petites axonométries, des plans cotés, des détails cotés pour les menuisiers qui vont devoir fabriquer après ces éléments-là. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand il y a c'est que tous les éléments sont centralisés sur le même document et que les modifications Alors, je ne vais pas dire que les modifications se mettent à jour instantanément, c'est-à-dire que quand on modifie un meuble, les cotes ne vont pas forcément se mettre à jour, mais il y a un travail, enfin tout dépend de la modification. Il y a des fois où ça se met bien à jour, et puis des fois il y a un petit travail de recalage à faire sur la vue spécifique du document. Mais en tout cas, il y a cette cohérence d'ensemble qui est garantie par l'outil. Alors on va proposer un autre projet, vous présenter un autre projet qui est la maison de l'enfance de Weidbruch en Alsace, sur lequel on a travaillé avec Solaris Boen, qui est en chantier aussi. Et là, Camille Bouchon va vous parler un peu de l'évolution du modèle selon les phases du projet. Alors, Weidbruch, c'est une crèche, mais passive house. Donc, on a un niveau de performance énergétique fort. Et la différence pour nous de travailler avec des outils Revit ou BIM, c'est qu'en fait, dès l'APD, on va modéliser de manière beaucoup plus poussée que en 2D. Donc c'est juste pour vous montrer ici le plan APD. Donc en fait, c'est un rez-de-chaussée, donc c'est pas un bâtiment, on va dire, très complexe en termes d'altimétrie. Mais la complexité pour nous, c'est simplement qu'on a des locaux, comme d'habitude, toujours trop petits. Donc voilà, mes collègues, alors là ça me fait râler, c'est-à-dire que mes collègues projeteurs, ils ont passé beaucoup de temps pour être sûr qu'on puisse rentrer tous les réseaux dans le volume. Voilà, c'est des choses qui sont même pas, c'est même pas de l'exé type loi MOP. C'est-à-dire que normalement, ça c'est à l'entreprise de faire le maquettage des réseaux. Donc là, on va beaucoup plus loin que notre mission de base, et sur ce projet-là, on n'a aucune honoraire BIM ou quoi que ce soit. C'est simplement, en fait, on utilise ces projets pour nous former et pour nous améliorer. Et en fait, l'intérêt, c'est qu'en phase APD, on a déjà en fait la volumétrie des réseaux. Donc sur un projet, là, c'est avec la charpente bois, l'intérêt, c'est qu'on voit tout de suite déjà les premiers conflits. Et en fait, on a ici, alors on ne voit pas bien le rendu, mais globalement, c'est le plan exé. Et ici, ce qu'on a fait entre l'APD et l'exé, c'est que simplement, on va rentrer dans la finesse, surtout sur les parties terminales. En fait, on va implanter plus précisément les réseaux de ventilation avec la synthèse des faux plafonds, des luminaires. Mais en gros, toute la trame principale, les gros impacts sur les hauteurs de faux plafonds sont déjà réglés en APD. Donc on commence, en fait, on travaille un peu plus tôt en APD. Mais l'intérêt pour nous, en fait, si le projet n'est pas chamboulé, c'est qu'on l'améliore au fur et à mesure et on améliore la synthèse. L'idée, c'est que quand le chantier démarre, il n'y a pas de grosses découvertes de conflits de réseau ou avec la structure. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le projet entre l'APD et l'exé, il soit dans la même démarche. On peut pas, si la moitié du projet a été complètement bouleversée, tout le travail qu'on a fait avant est jeté à la poubelle, quoi.
Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans un projet passif, chaque mètre carré est important pour obtenir la certification. Donc on a cherché à optimiser les moindres mètres carrés, parce que voilà, l'obtention de la labellisation, elle est pas simple. Et donc d'où ce travail aussi avec Solares sur l'optimisation des locaux non occupés, donc des locaux techniques. 2 minutes hein, pour terminer Oui. la présentation. C'est parfait. Alors ensuite un projet à Aubervilliers qui est en cours d'étude pour illustrer le fait d'avoir fait un travail collaboratif sur le même modèle. Donc là c'est donc un projet de 128 logements. Et on a eu à un moment donné une charge de travail extrêmement importante. Et donc là, on a travaillé sur 2 pôles différents, donc en Alsace et à Paris, sur le même projet et en même temps. Donc la maquette en fait était hébergée sur un cloud et elle était synchronisée en direct par les 3 personnes qui travaillaient sur le projet, donc 2 à Paris et 1 à Strasbourg. Avec un petit système de messagerie qui permettait de régler les conflits qu'il pouvait y avoir. Et là-dessus, le choix a été très simple, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur des zones, c'est-à-dire que chaque personne qui travaillait sur une partie de bâtiment. Et il y a une personne qui était chargée de faire la synthèse de l'ensemble des éléments techniques et graphiques sur la totalité du bâtiment. Et donc ça fonctionne, ça a très bien fonctionné, ça a été très efficace. Et je dirais que alors je vais passer le bilan, mais on va dire que pour nous, une des perspectives, c'est de réussir à améliorer ce travail collaboratif, c'est-à-dire de passer avec un système de VPN entre nos différentes agences et éventuellement avec les bureaux d'études pour réussir à travailler sur un modèle unique. Voilà. Pour Solares, Bah nous, si on peut travailler directement sur la maquette, on sera très preneur. On a juste un problème de connexion Internet pour l'instant. Il faut un gros tuyau quand même pour arriver à le faire. Mais en fait, avant de collaborer avec nous sur ces projets-là, pour moi, le BIM, c'était peu concret. Ça n'avait pas vraiment on voyait pas trop l'avantage parce qu'on perdait plus de temps. Mais là, on commence à voir sur des projets à faire des plans à la fois qualitatifs rapidement. On perd plus de temps sur l'importation des dossiers, des projets. Et clairement, je trouve qu'on a passé un saut qualitatif en termes de qualité de rendu et de synthèse, simplement, quand on travaille directement avec la structure. Il y a des projets sur lesquels on travaille qui sont très complexes et on aimerait bien avoir des outils BIM sur ces projets-là parce que simplement, on a souvent des plans archi qui ne sont pas à jour ou des plans qui ne sont pas où la façade n'est pas en relation avec le plan et où souvent, il n'y a pas assez de coupe, quoi. Et lorsqu'on a une maquette BIM qui évolue en temps réel, en fait, pour nous, c'est un vrai plus pour limiter les erreurs, quoi. Quand on a préparé ensemble ce retour d'expérience, vous m'avez dit, en fait, la rentabilité pour le bureau d'études, elle est possible, mais il faut vraiment qu'on ait les plans d'exécution. Oui, alors c'est là-dessus. Alors en Alsace, nous, dans l'Est de la France, on a les missions d'exé, donc pour moi, c'est pas du tout un souci. Mais alors, je me demande comment ils vont faire dans le reste de la France, où les bureaux d'études n'ont pas les exés. C'est-à-dire qu'ils font des pros, et quand on prend la mission pro type loi MOP, vous faites des plans ou 1/100 sans dimensionnement. Je veux dire, nous en APD, on fait largement plus qu'un pro, quoi, type loi MOP. Donc pour moi, si ça a du sens, si la maîtrise d'œuvre maîtrise ses objets, maîtrise les plans jusqu'au bout. Si on fait juste le pro et qu'à la fin, c'est les entreprises qui reprennent et qui reprennent sur d'autres outils, moi je pense qu'il y a trop de perte d'informations, enfin voilà, c'est pas adapté. Donc moi je défends l'exé comme on fait en Alsace et on est capable d'aller plus loin encore que ça. Après la difficulté, ça va être le process entreprise, c'est-à-dire qu'il y a quand même des procédés où, voilà, et je vous cache pas, on a aussi un problème de rémunération, c'est-à-dire que les rémunérations actuelles nous permettent difficilement, nous on n'a pas gagné d'argent sur le BIM, mais pour nous c'est vraiment un saut, c'est un investissement pour l'avenir, quoi. Question dans la salle. On va vous présenter un jeu vidéo, là. Vous êtes fasciné. Monsieur. Alors, qui veut bien jouer l'hôtesse? Merci, Karl. À droite. Bonjour, Florent Collin, architecte. Alors, on a entendu pas mal parler ou pas assez en tout cas, de l'IFC, de l'OpenBIM. C'est-à-dire que là, on entend souvent quand même parler des mêmes outils. Malheureusement, tout à l'heure, monsieur à ma gauche l'évoquait par rapport un peu à l'hégémonie américaine de Autodesk, Revit, Navisworks, tout ça.
Et aujourd'hui, on a un peu une démonstration de comment fonctionne la maquette numérique en échange à travers ces outils Autodesk. Est-ce que vous avez utilisé d'autres outils à votre disposition, comme Solibri Viewer ou Checker, Navisworks, ou alors est-ce que vous avez produit des IFC pour échanger avec d'autres parce qu'il faut bien en parler un petit peu justement de l'OpenBIM et des IFC, c'est-à-dire que le format de collaboration BIM par excellence, pour que justement il reste un peu d'indépendance à tout le monde, c'est bien l'IFC, Industry Foundation Classes, qui permet justement au monde BIM de se développer. Donc est-ce que vous avez eu recours justement à cette... Votre micro de table. Vous avez un micro sur la table. Oui. Voilà. Nous, en fait, la plupart des agences avec qui on travaille sont en IFC, donc on reçoit des IFC. La difficulté, c'est qu'ils sont en train d'évoluer. La dernière version d'IFC, ça a été un gros saut qualitatif dans la révision des plans. Mais pour l'instant, nous, quand on reçoit des IFC, on est obligé de toute façon de les retravailler en 2D. C'est-à-dire qu'on a l'IFC, on travaille dedans en 3D, mais quand on va réimprimer les plans, on est obligé de remettre une impression DWG des plans ou du PDF. Parce que le passage 3D 2D, alors c'est plutôt lié aussi aux exports, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail d'export à faire en IFC, mais on va dire que c'est un peu plus fastidieux, il y a plus de paramétrage. Et c'est aussi pour nous, c'est juste qu'on voit le niveau de qualité qu'on fait entre, pour l'instant, du Revit natif ou l'IFC, on voit que le Revit natif, ça n'a rien à voir, quoi. Pour nous, on a un saut qualitatif beaucoup plus important. Mais on pense que l'IFC va évoluer. De toute façon, nous, il y a 90 ou 80% des archis avec qui on travaille sont sous Archicad. Donc il n'y a pas photo, il faut qu'on ait des outils d'échange beaucoup plus polyvalents, mais c'est juste pour l'instant, ça évolue trop lentement, quoi.